Bonjour, bienvenue à tous et merci de participer à cette deuxième journée de webinaire professionnel proposée par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Ces deux journées sont composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également très heureux de vous inviter cette année encore au Salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. Cette année, le thème est « Désir du monde ». En tant que professionnel du livre et de l'enfance, je vous rappelle qu'il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slfjplus.fr pour venir nous rendre visite en accès libre sur toute la durée de l'événement. Bienvenue donc à ce nouveau webinaire Théâtre à lire, tour d'horizon éditorial proposé par les éditions théâtrales. Je vous laisse en compagnie de nos intervenants. Je vous rappelle que vous pouvez leur poser toutes les questions que vous souhaitez grâce à l'onglet Q&R qui se trouve en bas de votre écran. Bonne séance! Merci et bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran maintenant. Voilà. Donc, bienvenue dans cette présentation et ce rapide tour d'horizon éditorial théâtral. Je suis Mao Bouticourt des éditions théâtrales et aujourd'hui, nous sommes avec Pierre Danos des éditions théâtrales aussi et Quentin Viricel qui représente l'Arche. On va commencer par la présentation de l'Arche. Donc, je te passe la parole, Quentin, et je passe les slides aussi. Merci beaucoup Mao. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Quentin de l'Arche Éditeur. Donc, je vais présenter très rapidement la maison. L'Arche, c'est une maison qui a plus de 70 ans, qui a été créée par Robert Voisin en 1949. Et initialement, c'était une maison plutôt de sciences humaines, mais qui s'est très vite spécialisée dans le théâtre, dans les années 50, avec le Théâtre National Populaire et Jean Vilar en particulier, et qui s'est, pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle, dédié à publier des auteurs et des autrices de théâtre vivants et morts, des classiques de la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. En 2001, on a décidé d'ouvrir une collection de théâtre jeunesse pour accompagner nos auteurs qui écrivaient à la fois du théâtre pour adultes, entre guillemets, et du théâtre jeunesse pour pouvoir les accompagner sur les deux aspects de leur œuvre. Et notamment, l'auteur principal, enfin l'auteur pour lequel on a ouvert la collection s'appelle Fabrice Melchior, qui est un auteur qui est très important pour la maison, qu'on suit donc depuis le tout début des années 2000, et qui a publié sa première pièce jeunesse, Perline au comment, pour ouvrir la collection, et qui depuis a publié une vingtaine de pièces jeunesse avec nous, et une vingtaine de pièces pour adultes également. Aujourd'hui, je vais vous parler, enfin le thème du salon, c'est Désir de monde. Donc, je voulais vous parler de quelques textes. Voilà, merci Mao, qui passe les slides. Désir de monde, ça évoque bien sûr l'imaginaire de l'enfance, l'évasion, le merveilleux, les contes. Et c'est quelque chose qui est très présent dans notre catalogue à nous, puisqu'on a beaucoup de réécriture de contes. C'est quelque chose qui me semble assez présent dans le domaine éditorial du théâtre aujourd'hui. Là, vous pouvez voir à l'écran, on a par exemple plusieurs textes de Fabrice Melchior autour d'Alice au Pays des Merveilles, on a un texte d'Édouard Signolet autour du Petit Chaperon Rouge. C'est des textes qui se réapproprient les contes et qui les mélangent le plus souvent, c'est-à-dire que dans les textes d'Alice, on trouve également le petit chaperon rouge, on trouve également E.T., on trouve toutes sortes de personnages des imaginaires fictionnels contemporains qui sont mélangés. Le théâtre, pour nous, c'est important parce que, enfin, en tout cas, c'est important de pouvoir le lire parce qu'il permet à la fois la prise de parole et le jeu des enfants et des jeunes, et il permet en fait de changer en quelque sorte de moi. Ça permet à tous les enfin, à ceux qui le lisent d'endosser des rôles qu'ils n'oseraient pas forcément endosser en dehors de ces lectures-là. Et donc, ça permet de se réinventer en s'appropriant des personnages, en quelque sorte. Donc, voilà pour les
pour le début. Alors, je crois que c'est assez rapide, j'ai 5 minutes, donc je vais peut-être vous parler de deux textes en particulier. En fait, depuis quelques temps, depuis 2 ou 3 ans, on a décidé d'apporter des illustrations dans nos textes jeunesse, parce qu'avec toutes ces questions d'imaginaire, on a voulu apporter, disons, un peu de mouvement dans les pages blanches, mais très peu, parce qu'on ne veut pas faire des livres illustrés. On veut continuer à faire du théâtre. On veut simplement inviter en général, il y a 3 ou 4 illustrations. On invite un illustrateur et une illustratrice à s'emparer du texte pour donner un petit peu de mouvement dans ces pages blanches qui peuvent parfois effrayer les plus jeunes, surtout aujourd'hui, où l'image est devenue vraiment prégnante dans notre quotidien. Et ça nous aide en fait notamment, alors pour ce texte-là, pour Amandine, l'illustration, c'est quelque chose qui nous aide à un petit peu alléger des sujets parfois difficiles. Dans ce cas-là, Amandine, c'est un texte qui parle de maladie, qui parle de la maladie d'un parent et de la réaction de sa fille à cette maladie-là. Et donc c'est un texte qui est assez lourd, mais qui s'adresse aux enfants et qui est au niveau des enfants. Et c'est vrai que les illustrations qui sont assez ludiques permettent d'alléger, en tout cas de dédramatiser le sujet, parce que ça donne, disons, un support visuel un peu moins aride parfois que juste le blanc sur noir. Voilà pour ce texte-là. Et puis, pour le suivant, Le soldat et la ballerine, qu'on a publié cette année, qui est également illustré. Euh, c'est aussi l'adaptation d'un conte de Anderson, euh, qui est le conte qui a servi de base à Toy Story d'ailleurs. Et donc c'est l'histoire de 2 jouets qui tombent amoureux en quelque sorte et qui sont séparés. Il y en a une qui s'envole dans les nuages et l'autre qui tombe dans les égouts. Et donc, toute l'histoire de ce texte, c'est leurs mésaventures, leurs aventures et leurs mésaventures dans ces deux univers-là, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent. Et donc, les illustrations dans ce texte-là, qui ont été illustrées par Violaine Leroy, nous permettent de mettre beaucoup de mouvement en fait, dans ce texte et d'accompagner en quelque sorte le voyage de ces deux personnages. Alors, je ne sais pas si on est censé avoir des questions tout de suite ou si on est censé les avoir à la fin. Alors, on a vu qu'on pouvait les avoir maintenant et Ouais, y répondre. ok. Euh, Donc, je sais. voilà, c'était déjà répondu, ça a été répondu dans le chat en direct. Ah, dans le chat en direct. Alors, Voilà, c'était un bonjour de Catel de l'OCCE, Catel super. Tignolet. Mais il y aura des questions peut-être à la fin, donc on verra, tu Voilà. pourras prendre la parole un peu plus tard. C'est ça, voilà, je te passe la parole, vu qu'il y a pas mal de maisons. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ah non, c'est pas du tout ça que je veux faire. Donc, je suis perdue dans mon partage d'écran. Hop là, voilà. Donc, je vais vous parler maintenant des éditions Espace 34, qui sont les éditions tenues par Sabine Chevalier, qui n'est pas là aujourd'hui, mais que nous représentons. Alors, plusieurs informations pour les éditions Espace 34. La première, grosse actualité pour le salon, le titre Spaghetti rouge à lèvres de Fabien Arca est en sélection pour les pépites dans la catégorie fiction junior. Donc, on aura le verdict de cette sélection mercredi pendant le premier jour du salon. Fabien Arca sera au salon d'ailleurs mercredi matin à 9h20. Il fera une lecture sur la scène d'en bas, qui sera suivie d'une dédicace sur notre stand C17 au premier étage. Et il sera là également le 2 décembre et le 4 décembre. Donc, si vous voulez voir Fabien Arca cette année, c'est l'année ou jamais, parce qu'il est beaucoup là. Et du même auteur, donc Sabine voulait qu'on signale 2 autres titres, Moustique et Ma langue dans ta poche, qui est pour le coup en ce moment très repéré et mis en avant dans plusieurs prix. Et il y a un spectacle actuellement en tournée, Spaghetti rouge à lèvres, pardon, rapidement. C'est l'histoire d'un petit garçon qui vit avec son père et la mère est océanographe et donc très souvent en déplacement. Et il ne vit pas très bien la séparation
d'avec sa mère et malgré les efforts du père pour lui remonter le moral, qui lui fait des petits plats, dont des spaghettis rouges à lèvres, des spaghettis à la sauce tomate. C'est un peu difficile pour ce petit garçon. Donc, en fait, ça s'est raconté au moment où il est devenu adulte et il se souvient de son enfance et de sa relation avec chacun de ses parents. Voilà, c'est très délicat et la mise en page est très ludique. On suit la pensée qui est vraiment mise en page, particulièrement sur les pages. Voilà pour Fabien Arca. Autre actualité des éditions Espace 34, 2 autrices qui seront sur le salon également le dimanche 4 décembre à 14h au comptoir des autrices et des auteurs, donc Gwendoline Soublin et Caroline Stella, qui vont intervenir avec Dominique Paquet, que nous publions chez Théâtral, et Joseph Dalland, qui est un auteur publié chez Actes Sud Papier, et qui viendront également en dédicace sur le stand après la rencontre. Voilà, pour ces actualités. C'est des autrices qui sont aussi assez repérées dans le théâtre jeunesse, qui ont pas mal d'actualités en ce moment. Troisième information pour l'édition Espace 34. Donc, Sabine Chevalier voulait également qu'on parle de Noircis, qui est un texte de Claudine Gallia, qui a eu le Grand Prix littérature dramatique jeunesse. Et j'ai pas la date. Ah, c'est 2019, vous étiez devant. En 2019. Noircis, c'est l'histoire d'une petite fille qui a tendance à noircisser les choses et qui parle, enfin, il y a tout un rapport à l'art et au tableau. Il y a beaucoup de tableaux qui interviennent dans cette pièce et c'est sa relation d'amitié avec une autre petite fille et un jeune garçon. Claudine Gallia, autrice importante du théâtre contemporain, très jouée, assez connue, très connue pour les gens qui font du théâtre en tout cas. Voilà. Et enfin, dire que il y a d'autres collections dans la maison de Sabine Chevalier, qui ne sont pas des collections spécifiquement jeunesse, mais qui peuvent être lues par des jeunes lecteurs et lectrices, adolescents, grands adolescents, et notamment La Terre entre les mondes de Métine Navajo, qui est dans la sélection du prix Sonia Laboutancy 2023, qui est en tournée également en ce moment, ou Les Noirs d'Holger Schauber, un texte sur la Shoah. Voilà pour Espace 34. Je ne sais pas si, Pierre, tu veux ajouter des choses ou si je te passe directement la parole pour parler de La Fontaine. Et oui, et bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à tous les deux déjà pour ce début de webinaire. Oui, non, on veut dire que Sabine Chevalier a du mal à choisir dans tous ses titres, donc elle t'en a collé beaucoup. Mais voilà, parce qu'il y a beaucoup de très bons textes chez Espace 34. Et vous dire qu'on est tous ensemble, peut-être, je crois qu'on ne l'a pas précisé, mais parce qu'on nous faisons stand commun, hein, tous ces éditeurs. On va vous retrouver sur un stand dont j'ai oublié le numéro, mais qui est au premier étage, et Mao me sauve. Du coup, Mao me sauve avec le stand. Bon. Bref, alors maintenant, moi, je vous parle de La Fontaine, qui est une maison d'édition qui est basée à Lille, qui est une maison ancienne, hein, qui a commencé à publier à la fin des années 80, avec les premiers textes, par exemple, de Philippe Dorin, Villa et Slingmonde, qui était un éditeur qui était basé au sein du Centre dramatique national de la jeunesse, pour l'enfance et la jeunesse de Lille, et qui a poursuivi son petit bonhomme de chemin éditorial depuis tout ce temps-là, avec Soisy Courbet, qui a repris cette maison, parce que la maison, c'est à la fois une librairie qui s'appelle La Franchie, qui est place Sébastopol à Lille, et en même temps une maison d'édition qui continue son travail d'édition, de théâtre, et notamment théâtre jeunesse, évidemment. Donc là, 3 titres sélectionnés par Soisy, dont je vais vous parler. Donc, vous avez Sylvain Tourne, Pascal Truc. Alors ça, c'est un texte plutôt pour les ados. Pour les adolescents, c'est l'histoire d'une petite Jeanne, une jeune fille qui est complètement rêveuse et qui refuse de parler. Quentin nous parlait du thème du salon. Elle a un désir de monde le monde lui revient pas vraiment tel qu'il est, et elle est dans un rêve, elle est rêveuse et elle est dans une époque
c'est peut-être dystopique ou peut-être est-ce ce qui nous attend, on ne sait pas. Un monde où le rêve est interdit, où la littérature, où la poésie ont disparu. Et elle, eh bien, elle attend que le vent tourne, presque avec des accents de ce ciné. De Ken Loach, voilà, le nom ne me venait plus. Voilà, on est sur une sorte d'ode à la littérature et au dépassement de soi par la poésie et la littérature. Un texte qui a été créé également. Deuxième texte choisi par Swazik, l'histoire de la princesse de Sonia Ristic. Alors, l'histoire de la princesse, là aussi, plutôt pour les adolescents, hein. De toute manière, c'est dans la collection, vous voyez, avec ces visuels qui s'adressent plutôt aux ados qu'aux petits. Et dans l'histoire de la princesse, eh bien, on voit en fait les choix, hein, qu'a opéré depuis quelques années Soisy Courbet, qui sont des choix tournés vers les questions féministes, avec des voix de femmes, d'autrices. Et l'histoire de la princesse, c'est finalement le procès de La Belle au bois dormant. Parce que La Belle au bois dormant, eh bien, quand le prince charmant, vous connaissez tous le conte, quand le prince va réveiller la princesse, au bout de 100 ans de sommeil, logiquement, ils doivent convoler et faire des enfants, et elle n'entend pas. Elle n'entend pas de cette oreille-là, et elle souhaite parcourir le monde. Elle a un désir de monde qui est fort, et elle va se retrouver en procès, accusée d'attentats qu'elle n'a pas commis. Mais on comprend évidemment que la thèse de Sonia Ristic est que que l'assignation sociale des femmes va jusqu'au procès. Voilà. Et donc, elle se rebelle. Et je voulais vous lire un tout petit extrait. Je voulais le monde vaste, merveilleux, dément, le monde qui rit même quand il pleure, le monde qui gronde. Voilà, donc ce n'est pas un refus de monde de la part de La Belle au bois dormant, au contraire, c'est de le changer. Et dernier texte pour les éditions La Fontaine, Garance de Véronika Boutinova. Alors ça, c'est un texte qui est beaucoup plus pour les plus petits. Ça fonctionne très bien, à mon avis, autour de 11-12 ans, 10-12, on va dire, au passage entre l'école primaire et le collège. Et c'est un texte qui parle des changements de l'adolescence, c'est-à-dire que c'est des jeunes filles qui commencent à avoir leurs règles, et ça intrigue beaucoup les garçons. Et donc, voilà, c'est comment tout ça va se passer dans les cours du collège, dans la cour du collège. Et il y a des incises comme ça dans le texte, avec un PCR, qui est un héros de contes de fées, vous connaissez sans doute, qui s'habille en rouge, mais qui est là incognito, et qui va expliquer, qui va aborder la question du consentement avec le loup, et en lui disant que quand c'est non, c'est non. Voilà. Avant de continuer, il y a une question. Comment choisissez-vous les auteurs que vous éditez? Est-ce qu'ils viennent à vous? Quelle démarche pour que les pièces soient jouées? Les éditeurs sollicitent des comédiens ou des auteurs? Si vous me permettez, Maude, on répondra à cette question à la fin, parce que là, on continue la présentation des maisons, mais on ne l'oublie pas, et on y répondra en fin de webinaire. Oui, je pense que ça sera une question assez dense. Donc, on va passer maintenant au Solitaire Intempestif, qui est une maison d'édition dirigée par François Berreur, qui n'est pas là aujourd'hui. Et donc, Pierre va vous présenter Solitaire Intempestif. Allez, c'est encore moi. Il se trouve qu'en fait, on diffuse toutes ces maisons. Hein. C'est pour ça qu'on se permet de parler en leur nom. On le diffuse en librairie et en bibliothèque. Ce qui n'est pas le cas de l'Arche, qui est aux belles lettres, n'est-ce pas, Quentin? Voilà. Alors, 3 textes. Alors, oui, déjà, vous parlez des Solitaires rapidement. Hein. Une maison fondée par François Berreur et Jean-Luc Lagarce, auteur de théâtre fameux. Oui, parlons-en tout de suite. Vous allez retrouver sur le stand et en librairie Juste la fin du monde, qui est un texte publié il y a déjà très très longtemps et qui se trouve à une grosse actualité depuis 2 ans, parce qu'il est au programme des premières, donc du bac de français. Bac de français, ça situe un peu ma génération, les épreuves anticipées du baccalauréat, doit-on dire aujourd'hui. Et donc on retrouve, vous savez, Xavier Dolan a fait un film de cette pièce, et c'est une pièce majeure de Lagarce, avec ce garçon qui revient dans sa famille pour annoncer
qu'il va mourir et ça ne se passe pas comme prévu. Voilà, c'est une pièce assez forte et qui est donc au programme des premières. Et en fait, pendant très longtemps, les Solitaires n'avaient pas de collection jeunesse et ça a été créé il y a une petite dizaine d'années avec des auteurs maison comme Pauline Salle notamment, dont je vais parler tout de suite, pourquoi pas. Pauline Salle qui a publié il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an, en prévision de la fin du monde, la création d'un nouveau. Alors c'est un texte très très chouette alors, si je vous parle du pitch comme ça, vous allez trouver que c'est un peu étonnant que ce soit pour des enfants, parce que c'est une prise d'otage. C'est 2 enfants qui prennent en otage une camarade parce qu'elle est, vous savez, dans les conseils municipaux des enfants, elle est élue, elle est presque mère des enfants, et ses petits copains, en l'occurrence une jeune fille, trouvent qu'elle ne fait pas grand-chose pour faire évoluer la situation des enfants. Et donc, on va lui reprocher ça. Et donc, c'est cette prise d'otage, comme quoi, avec des revendications sociales à hauteur d'enfant. Et c'est surtout des revendications écologiques. Donc, voilà, on est du côté des préoccupations vraiment des enfants de 10-12 ans, et voire plus. Et c'est très réussi. Et c'est très joyeux, voilà, sur quelque chose qui pourrait être dur. C'est assez joyeux. Ma couleur préférée, Ronan Chénaud. Et là, c'est pour les petits, pour les 8-10 ans, ça fonctionne très bien. Donc, Ronan Chénaud, c'est un auteur qui est publié depuis longtemps en solitaire et qui joue le jeu de la jeunesse depuis pas très longtemps. Et là, il part d'un jeu d'enfant, c'est quoi ta couleur préférée, et il y a comme ça des chapitres dans le texte qui vont scander couleur par couleur, et on va, par le prisme des couleurs, on va pouvoir aborder des questions plus concrètes, plus profondes, plus sociétales, dirais-je. Un magnifique néologisme. Et donc, vous voyez, avec la couleur arc-en-ciel qui est mise en évidence sur la couverture. Et dernier texte choisi, il y a à peu près une vingtaine de textes publiés dans cette collection de théâtre jeunesse au solitaire, avec Simon Grandjat notamment, Yann Verburg, et François Bégodeau. François Bégodeau, que vous connaissez toutes et tous, qui est romancier. Voilà, il avait fait Entre les murs qui a eu son heure de gloire. Et donc là, la devise, c'est autour de la devise française, liberté, égalité, fraternité, et comment on va la revivifier ou comment on va la présenter à des enfants. Et donc voilà, c'est assez irrévérencieux, hein, comme on connaît Bégodeau. Et là encore, j'avais un petit extrait, ou peut-être que j'ai pas le temps, Mao, tu me fais des signes. Nous savons, vous savez, ils savent que parmi les devises nationales en vigueur sur la planète, la nôtre est surtout considérée comme la plus belle, la plus audacieuse, la plus moderne, la plus propre à manier la voix de l'humanité. Tout ça est dit avec un peu d'ironie pour dire voilà, comment finalement il faut la revivifier cette devise et pas la vider de sa substance. Voilà pour les solitaires. Seconde, puisque tu présenteras aussi la Maison Théâtre, la maison d'édition créée récemment par Laurent Bénichou de la Maison Théâtre, les cahiers théâtre, pardon, de la Maison Théâtre. Oui, c'est encore toi. J'étais parti pour une micro-sieste. Eh bien non. Alors, donc la Maison Théâtre. Laurent Bénichou et son équipe ne m'en voudront pas de dire que ce n'est pas un éditeur au départ, mais c'est une compagnie et qui est basée à Strasbourg et qui fait un travail vraiment considérable avec beaucoup de jeunes, des enfants et des adolescents autour des textes contemporains. Et nous avons, d'ailleurs, je parlais d'un titre que nous avons fait en commun tout à l'heure avec Théâtral et la Maison Théâtre. On a fait plusieurs ouvrages, Diversité et Liberté, Égalité. Et là, la Maison Théâtre s'est lancée seule dans une aventure assez passionnante et audacieuse qui s'appelle les Cahiers Théâtre. Donc les Cahiers Théâtre, donc là c'est la Maison Théâtre qui les publie et nous les diffusons en librairie. Les Cahiers Théâtre, voilà, les voici. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne à l'intérieur. L'idée est vraiment que les enfants, c'est vraiment quelque chose ce sont des objets pour la pratique du théâtre, pour la pratique des enfants, donc très peu cher, 5 €. L'idée, c'est que tous les enfants qui vont jouer telle ou telle pièce aient leur ouvrage en main. Vous voyez, il y a de grandes marges
pour pouvoir prendre des notes, surligner. Il y a tout un lexique théâtral avec notamment la scène qui est stylisée. Et l'idée est que Laurent Bénichou a commandé à 7 auteurs et autrices de répondre à une commande, donc des textes courts praticables par des enfants et des adolescents avec des grandes distributions. Et là, la première vague de publications, 7 qui viennent de sortir là, au mois de novembre, sont tous autour de la mythologie. Et notamment 2 titres de Céline Bernard. Je veux bien la petite slide suivante, s'il te plaît, Mao. Donc, Le monde comme il est grand, c'était mon exemple, qui s'adresse effectivement aux enfants sur questionnement autour du monde. Et c'est la figure d'Hermès qui a été retenue par Céline. Hermès qui naît, et dès sa naissance, il veut parcourir le monde. Hermès va être le messager des dieux dans la mythologie. Et voilà. Donc, un petit extrait que je voulais vous lire, mais qui est vraiment très, très bref. Maïa, donc la mère d'Hermès. Tu sais, Hermès, il y a des oiseaux du matin, des oiseaux du soir et des oiseaux de nuit, mais il y a des oiseaux de mauvais augure aussi. Il faudra les reconnaître. Hermès, t'inquiète pas, maman, quand je reviendrai, le soleil sera en fête et je te raconterai, maman, le monde comme il est grand. Voilà, donc c'est là encore un désir de monde et voilà, très efficace. Et les eaux profondes, et là c'est plutôt pour les ados avec le passage vers le monde adulte et ses biais et ses dangers. Et c'est la figure de Chronos, donc autour de la dévoration, qui est convoquée. Mais dans cette collection, on va retrouver Sarah Carré qui s'intéresse au narcissisme contemporain. On va retrouver Stéphane Biens qui s'intéresse à Méduse et à la question du consentement. On a aussi d'autres auteurs, je vais tricher. Il y a Antonio Carmona aussi. Antonio Carmona qui s'intéresse à la boîte de Pandore. Sans la langue de Caroline Stella, qui va en lire un extrait au salon, je crois, qui s'intéresse au mythe de Philomèle, le mythe terrible de Philomèle. Et puis le dernier, c'est tout. Et puis ici, Adrien Cornaggia, qui lui a fait une incursion, c'est le seul qui a fait une incursion dans la mythologie nordique. Merci Pierre pour la maison de théâtre. Passons maintenant aux éditions théâtrales et la collection théâtrale jeunesse, qui est donc une collection dirigée par Françoise Duchazelle, qui est également autrice, et Pierre Banos, éditeur et directeur de la maison, qui existe depuis maintenant 21 ans, et qui comporte 160 livres à peu près. Alors, quelques informations générales sur les éditions théâtrales au Salon du Livre cette année. Donc, il y aura Sylvain Levé qui participera au Café littéraire Désir de monde, se mettre en mots. C'est une émission qui sera filmée vendredi prochain matin et il parlera de sa dernière pièce Paloma qu'on a publiée l'année dernière. Et l'émission sera disponible sur la télé du Salon le lundi et ensuite en replay. Il sera également sur le Salon samedi à 15h avec Catherine Verlaguet, Laurent Contamant et Nathalie Rafale. Catherine Verlaguet que nous publions également dans la collection jeunesse et Laurent Contamant dont nous avons, je crois, publié un texte dans la collection répertoire contemporain. Et donc là, ils feront une lecture tous ensemble, lecture organisée par les écrivaines et écrivains associés du théâtre et la Citège. Et ça sera sur la scène d'en haut. Voilà pour les informations que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur nos réseaux sociaux si vous n'avez pas le temps de les prendre en note maintenant. Pierre va vous parler rapidement de ces 3 textes et ensuite je donnerai quelques informations sur les ressources proposées, puis nous répondrons aux questions. Pierre, tu as éteint ton micro, il faut que tu le rallumes. Oh, pardon, erreur d'amateur. Donc, c'est pas comme ça faisait 2 ans qu'on fait des visios. Mais je ne suis pas un millénial, donc j'ai du mal avec tout ça. Donc, on a choisi 3 textes, évidemment en rapport avec le thème du salon, des textes qui sont plus ou moins récents. Alors, le premier, c'est celui de Françoise Duchazelle, la directrice de la collection jeunesse, qui a écrit il y a déjà
quelques années, la Terre qui ne voulait plus tourner et qui est suivie par Autrefois, Aujourd'hui, Demain. Et la Terre qui ne voulait plus tourner, bah, voilà, c'est vraiment Désir de monde complètement, parce que c'est notre planète Terre qui en a ras-le-bol d'être souillée, salie par les hommes, et qui décide de s'arrêter. Et ça va poser un certain nombre de problèmes parce qu'une partie de la Terre va être exposée au soleil et l'autre dans la nuit. Et finalement, c'est les enfants qui vont trouver la solution pour qu'elle accepte de retourner normalement. Et c'était à l'époque où il y avait un certain président un petit peu excité, hein, le président qui voulait tout gérer. Mais finalement, il y a quelques accointances avec celui d'aujourd'hui. Donc tout va bien, c'est un texte qui reste actuel. Et nous avons réédité ce texte il y a quelques mois parce que Françoise a ajouté des scènes à son texte Autrefois, Aujourd'hui, Demain pour intégrer, parce que c'est une scansion comme ça de plusieurs années, et elle a ajouté l'année qu'on a vécue, l'année 2020 avec le Covid, et elle a rajouté même le futur de notre humanité. Lucienne Eden, Stéphane Joberti, Lucienne Eden ou L'île perdue, qui a eu le Grand Prix de littérature dramatique jeunesse là, il y a un mois. On est ravis. Donc c'est là aussi texte avec des accents écologistes, parce que c'est une petite Lucienne. Alors le titre évidemment fait référence à London, Martin Eden, et Lucienne, cette petite Lucienne, elle est sur une île qu'elle croit déserte. Alors elle cohabite avec un vieux fou comme ça, qui est peut-être une sorte d'avatar de l'homme préhistorique ou l'homme éternel. Et finalement, son île est quand même pas mal polluée, et donc dans les poubelles qui arrivent comme ça sur la plage, un jour, elle trouve un jeune garçon de son âge. Et ce garçon est à la recherche de son père, qui se serait peut-être fait avaler par une baleine, mais ça, on le verra un peu plus tard. Et donc va se nouer un dialogue très savoureux, très, très drôle, hein. Stéphane use beaucoup d'humour. Et finalement, cette île, à la fin, ils vont peut-être la quitter. Et c'est une parabole. Stéphane Joberti est un grand amateur et un grand faiseur de paraboles et de métaphores. C'est l'enfance qu'on quitte. Voilà. Et j'ai déjà cité tout à l'heure rapidement Liberté, Égalité. Voici le deuxième volume que nous avons publié avec la Maison Théâtre de Strasbourg. Ce sont des pièces également pour la pratique artistique, c'est-à-dire pour que les enfants puissent s'emparer des textes sur les plateaux. Et on va retrouver les textes de Penda Diouf, de Samuel Gallet, de Sabine Revilliers, de Dominique Richard, Caroline Stella et Christophe Tostin, et qui répondent à la commande de réfléchir autour de cette devise, on en parlait avec Bégodeau, de cette devise liberté, égalité, et puis qu'est-ce qu'on y met derrière. Et donc toutes et tous répondent de façon diverse, avec des cœurs, avec des questionnements très actuels, et avec des grandes distributions pour que les classes, pour que les ateliers puissent s'en emparer. Voilà. Rapidement, j'en profite donc pour vous dire qu'on a un catalogue jeunesse refait à neuf pour 2023 qui est disponible, qu'on distribuera bien sûr sur notre stand, donc toujours le même, c'est 17, et que vous pouvez également demander par mail au mail qui s'affiche là. Voilà. Et donc dans ce catalogue, il y a tout ce qu'on a publié dans la collection jeunesse, et aussi ce qui va paraître en 2023. Et aussi vous dire, pour celles et ceux qui seraient intéressés par cet espace pédagogique, que nous avons un espace pédagogique sur notre site qui est accessible dans la barre de menu du site Édition Théâtrale, dans lequel vous pouvez retrouver un certain nombre d'outils comme des carnets artistiques et pédagogiques qui sont rédigés par des pédagogues et professeurs de théâtre, voilà, qui permettent qui donnent des clés en fait à l'étude des textes jeunesse qu'on publie, autant d'un point de vue étude de texte littéraire que d'un point de vue pratique, mise en scène, mise en lecture. On a également des outils de type sélection de textes à lire, à jouer par niveau, par thème. On a une exposition qu'on prête. On a créé des canevas d'animation médiathèque avec Comj, une agence spécialisée en communication pour la jeunesse. Et on a également tout un onglet bonus où vous pouvez retrouver des petites vidéos, des jeux qu'on avait créés pour le 100e livre de la collection, des
questionnaire d'auteur, d'autrice, enfin voilà, plein de petites choses comme ça, assez ludiques. Et voilà. Donc, je propose que nous répondions aux questions. Il est Donc, je rappelle 15h03, donc c'est parfait. On a encore 10 minutes d'échange. la question de Maude. Comment choisissez-vous les auteurs que vous éditez? Est-ce qu'ils viennent à vous? Quelle démarche pour que les pièces soient jouées? Les éditeurs sollicitent-ils des comédiens ou les auteurs? Voilà. Alors, moi je peux répondre, mais Quentin, est-ce que tu veux donner un premier élément pour l'Arche, peut-être? Comment vous faites-vous? Merci. Bah oui, je peux répondre rapidement. Ce qui est concernant la publication des auteurs, c'est ce que je disais au début. En fait, nous, cette collection, on l'a créée pour accompagner nos auteurs maison qui ont aussi écrit pour la jeunesse, mais qui sont avant tout, enfin, qui sont avant, ou en tout cas dans la chronologie de publication, qui sont avant des auteurs de théâtre dans notre collection Scène ouverte, notre collection générale. Et donc, on a des auteurs comme Fabrice Melchior, mais aussi comme Christophe Pellet, qui a beaucoup écrit pour le théâtre adulte, qui a écrit quelques pièces jeunesse, mais vraiment très peu. Mais par exemple, c'est la prochaine qu'on va publier en janvier, qui s'appelle Dans tes rêves, et donc qui est un texte sur le deuil, et puis on fait beaucoup de traductions. Donc voilà, mais pareil, des auteurs maison, Jon Fosse, qui est un auteur suédois, norvégien, mince, je ne me souviens plus. Voilà, en général, c'est dans ce sens-là qu'on va. C'est des auteurs qui sont déjà chez nous et qui ont écrit en plus des pièces jeunesse. Voilà. Moi, je peux peut-être répondre pour Théâtral et puis pour les petits camarades, hein, c'est à peu près toujours pareil. Non, on ne sollicite pas spécialement d'auteurs, d'autrices. On a beaucoup de demandes les uns et les autres, de manuscrits, ce qu'on appelle des manuscrits spontanés. Alors évidemment, il y a des manuscrits qui viennent parce qu'il y a des créations théâtrales qui vont voir le jour, donc les uns et les autres se positionnent par rapport à ça. Théâtral, nous, on ne publie pas forcément parce qu'il va y avoir une création. Ça peut nous arriver, évidemment, mais en principe, on se place en amont. Et après, la question de... Après, ça nous arrive de fois de semer des petites graines chez des auteurs et autrices jeunesse pour dire, ah, tu sais que tu devrais peut-être faire du théâtre parce que tu as une langue comme ça. C'est même un peu nous qui avons suggéré à Bégodeau de s'y mettre. Et puis finalement, c'est allé ailleurs, mais parce que voilà. En tout cas, et la question délicate et importante en matière théâtrale, c'est quelle démarche on fait en direction de la scène. Vous avez raison. Alors, c'est tout l'enjeu, c'est compliqué en fait. Donc nous, on travaille beaucoup avec des médiateurs, des médiatrices. C'est-à-dire que ces collections-là, toutes les collections qu'on vous a présentées, elles fonctionnent beaucoup grâce à des relais. On a parlé de l'OCCE avec Catel Tison des Maths. Voilà, c'est important le dispositif Théa. J'ai vu, je crois, dans les participants, un petit coucou à Dominique Ledéo de Tréteau Théâtre, qui est à la fois un théâtre à Quimper, un festival et un centre de ressources. Donc voilà, on a beaucoup ce travail en direction de la lecture publique, les réseaux théâtral, voilà, et en direction des plateaux. Alors l'Arche, je parle un peu pour vous, Quentin, il y a une agence au sein de l'Arche. Nous aussi, la Théâtrale, on a une agence. Donc on essaye tous les uns et les autres de proposer aux gens de théâtre ces textes-là. Mais voilà, c'est aussi beaucoup de textes qui fonctionnent de façon autonome et qui, beaucoup sont joués, évidemment, mais il y a des textes qui ont une vie autre que par la création scénique. Voilà, Maude, je ne sais pas si on a complètement répondu à votre question. N'hésitez pas à la préciser si vous voulez qu'on fasse à notre tour des précisions. Chose à propos du théâtre jeunesse, c'est que on a la chance que ce soit, en tout cas en ce qui concerne les éditions théâtrales, que ce soit relativement prescrit par l'éducation nationale, et du coup on a ce réseau-là de diffusion au public en fait des textes qui permet de leur assurer une vie, en tout cas pour les enfants en fait. C'est pas forcément via la scène que les gens vont connaître les pièces, mais aussi via l'école. Enfin, je sais pas si ça me semble cohérent ce que je dis, Pierre et Quentin, mais je trouve que c'est
une voie de diffusion, en tout cas pour le théâtre jeunesse, qu'on n'a pas forcément dans le théâtre adulte, puisque c'est beaucoup moins étudié à l'école. Voilà. Ouais, moi, j'ai une autre question. Donc, Maud a l'air satisfaite, donc c'est parfait. Une autre question de Mimi. Alors, nous sommes sur un projet de podcast de texte dramatique jeunesse inspiré du projet Présence Minute Papillon. Petit coucou aux camarades de Minute Papillon. Nous travaillons actuellement sur Arsène et Coquelicot de Sylvain Levet, ça c'est moi qui rajoute. L'idée est de faire lire les textes par les enfants et d'y inclure un univers sonore. Qu'en est-il des droits d'auteur? Et y a-t-il des textes plus sensibles à la lecture, à voix haute ou à l'enregistrement? Moi, je vais répondre juste rapidement sur les droits d'auteur. C'est des questions qu'on commence à avoir de plus en plus. Donc, rapprochez-vous des maisons d'édition, sachant que c'est du droit de représentation et nous ne sommes pas forcément détenteurs du droit de représentation, même quasiment jamais. Mais en revanche, on peut vous mettre en relation soit avec les auteurs, soit avec la SACD. Voilà. Et après, oui, il y a forcément des textes qui... Enfin, en même temps, oui et non, parce que le théâtre est fait pour être partagé. Quentin en parlait, et puis je fais une petite passe décisive à Quentin sur, voilà, il y a une belle collection à l'Arche, même si c'est pour les grands, mais qui s'appelle Des écrits pour la parole. Donc tout est dit. Ce sont des textes pour le partage. Oui, bien sûr. Je pense que les textes qu'on publie en théâtre sont tous faits pour être aussi dits à voix haute. En tout cas, ils sont tous ouverts à ça. Je pense que c'est tout à fait possible et qu'il y en a peut-être certains qui sont plus sensibles à l'enregistrement. Peut-être que c'est un cas particulier, mais en tout cas, la voix haute, je pense qu'ils sont tous possibles pour tous. Voilà. Moi, si j'ai le droit. C'est le petit jingle des 5 dernières minutes. Ah oui, bon, c'est bon, on a encore 5 voilà. minutes. Pour les plus vieux, il se passe parfois beaucoup de choses dans les 5 dernières minutes. C'est une vieille série. Non, juste vous donner deux rendez-vous. Juste après, là, 15h30, vous allez retrouver justement Catel, Tison des maths avec Dominique Paquet qui vont parler d'un livre que l'OCCE a fait avec nous à Théâtral, dans la collection Atelier Théâtral Jeunesse, qui s'appelle Accueil d'un auteur, d'une autrice en classe. Et je suis aussi invité à 16h30 dans un webinaire qui s'intéresse au lien entre théâtre et bibliothèque, animé par Julien Maréchal de la Petite Bibliothèque Ronde, avec Valérie Baugier de la bibliothèque de Montreuil, des bibliothèques de Montreuil, le directeur du théâtre Paris-Villette, et moi-même qui vous parlerai de ce qu'on fait, ce qu'on travaille avec les bibliothèques. Voilà. Alors, encore on t'entend plus. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre attention, et puis merci au Salon pour l'invitation, et merci aux éditions théâtrales pour l'invitation également. Voilà, et puis bonne journée à tout le monde. Merci à tout le monde d'être venu, et puis on se retrouve en vrai à partir de mercredi en C17. On sera ravis de vous accueillir. Et de toute manière, vous trouverez les coordonnées de tout le monde assez simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par les formulaires contacts des sites des uns et des autres, et tout le monde vous répondra. Avec plaisir. Et merci au Salon pour ces moments privilégiés, professionnels, en visio. Merci beaucoup. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Dominique de Tréteau Théâtre conclut par merci, c'est toujours très intéressant. On se retrouve sur les prochains webinaires. À tout à l'heure. Donc, en effet, Pierre, vous avez déjà des aficionados pour 16h30. Voilà. Donc, Pierre merci beaucoup à tous. Non, mais j'ai fait exprès de citer Dominique pour qu'elle nous fasse un petit coucou et tout. Oui, vous avez chauffé pour avoir du public à 16h30. On a compris. Merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine pour le salon. Au revoir. Merci. Au revoir.